C'est fait. La République démocratique du Congo rejoint enfin le rang des pays ayant au moins une fois assuré une transmission pacifique du pouvoir depuis son indépendance en 1960. Et c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui inscrit son nom dans les annales de l'histoire de son pays en devenant le 5e président de la RD Congo. Le palais de la Nation où s'est déroulée l'investiture a été envahi par des milliers de personnes, preuve de l'attente qu'avaient les Congolais dans le dénouement heureux de cette élection et sans doute dans l'alternance au sommet de l'État. Mais au cours de cette cérémonie, sur les 17 chefs d'État africains invités, un seul s'est déplacé, le Kenyan Uhuru Kenyatta. Y a-t-il un malaise qui perdure? Si oui, à quoi est-il dû? Quel bilan faire des 18 années au pouvoir de Joseph Kabila Kabange? Son modèle de gouvernance est-il à perpétuer? Quelles sont les attentes aujourd'hui des Congolais qui ont quand même voté majoritairement pour l'opposition, tout au moins dans le cadre du scrutin présidentiel? Lors de son discours d'investiture, Félix Tshisekedi a promis d'œuvrer en faveur de la libération des prisonniers politiques. De quels prisonniers parle-t-on? Le président peut-il espérer gouverner avec la majorité écrasante du Front commun du Congo dans les deux chambres du Parlement? Quid de Martin Fayulu qui aura brillé à cette investiture par son absence? Les opposants, Moïse Katumbi Tchapoué, toujours en exil. Cet opposant donc est-il concerné par cette volonté d'union et de cohésion qui transparaît du discours du président Tshisekedi? RD Congo. Investiture du président Tshisekedi, quelle ère après la prise du pouvoir par l'opposition? C'est le thème de l'émission du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue sur Angle de Vue, l'émission qui permet le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Notre plateau du jour, sans plus tarder, ce sera juste après ceci. À nouveau, bonjour à chacun, bonjour à tous. Et sur ce plateau, aujourd'hui, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA à Bénin. Vous avez consacré toute une vie à la lutte pour les droits de l'homme. Face à vous aujourd'hui, Kodjovi Ametonou, bonjour. Bonjour Joannès Touanou, bonjour également au secrétaire général, ex-secrétaire général de la CSA Bénin, Dieudonné Lokossou, et merci à vous pour cette invitation. Voilà, vous êtes journaliste à la rédaction des SICAR dans la peau du débatteur aujourd'hui. Dieudonné Lokossou, le président Kabila qui quitte le pouvoir 18 ans après, lui qui est devenu président par un concours de circonstances. Que peut-on retenir de ces années de kabilisme, on va dire? Non, c'est vrai, le président Kabila est venu au pouvoir avec son papa qui était dans le maquis, qui a été assassiné dans des circonstances qui ne sont jamais éclaircies. Donc, l'alternance dont on parle, moi, j'ai des doutes. Il y a un discrédit, et parce que le compétiteur, avec celui que lui-même il a désigné, n'a pas été à la hauteur. Ni celui qui est élu, parce que son élection est assez contestée, et 18 ans de gestion de pouvoir de Kabila. Si on doit en parler, je crois que ça va nous prendre assez de temps, mais de façon succincte, on peut dire qu'il n'a pas été à la hauteur de la tâche. Parce que vous avez des guerres dans des régions, des tueries, et puis de l'arbitraire, des citoyens jetés en prison pour leur opinion. Alors, sur le plan économique, c'est la catastrophe. Donc, sur le plan social, l'ascenseur est bloqué. Donc, je crois qu'il y a toute une panoplie de choses qu'on peut mettre au passif de ce régime. Donc, ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une élection crédible. C'est une démocratie apprivoisée. C'est une alternance hypothéquée. Voilà. Kodjovi Ametonou, votre lecture à vous de la fin déjà du processus électoral?
Non, mais je crois qu'il faut saluer la maturité du peuple congolais et donc africain, parce que, oui, avec les glissements que nous avons connus, personne ne pouvait prédire une élection aussi apaisée en République démocratique du Congo, vu les derniers développements, surtout les campagnes électorales étouffées et même interdites à la limite à un moment donné dans la capitale Kinshasa. Alors, quand je m'en tiens donc à ce seul aspect des choses, je crois que ce qui s'est passé dans le pays est à saluer. 18 ans, vous avez dit, il avait 9 ans quand il a pris la tête de ce pays continent, riche en ressources minières, donc convoité par la communauté internationale, dont on connaît les tiraillements de part et d'autre, avec des pays frontaliers également qui nourrissent des appétits vis-à-vis donc de ce pays. Et bref, jeune qu'il a été, 47 ans aujourd'hui, il quitte le pouvoir. Je crois que on peut quand même le créditer d'avoir apporté un plus aux Congolais. Tout le monde ne peut pas être content. Parce que, oui, je comprends le secrétaire général qui est toujours dans sa peau, même si aujourd'hui on parle d'ancien secrétaire général. Il a défendu les travailleurs, il a défendu les acquis sociaux. Donc pour eux, on ne peut quand même pas dire que tout est rose, puisqu'il y a effectivement des détenus politiques que l'actuel a promis libérer. Il y a des régions comme le Kivu, la région du Kasaï, Katanga, qui traversent des moments de difficulté. Donc on ne peut pas dire que c'est beau dans ces régions-là, mais toujours est-il que ce soit dans la continuité de la gouvernance de Kabila ou une certaine transition pacifique du pouvoir, tout reste à revoir dans ce pays continent. Voilà, maintenant je reste avec vous. Quel héritage aujourd'hui le président Joseph Kabila laisse, ou l'ex-président Joseph Kabila, puisque c'est officiel, quel héritage il laisse aujourd'hui au peuple congolais pour vous? Oui, il laisse à son successeur un pays dans lequel tout est à refaire. Lorsque vous parlez, par exemple, de la justice, d'aucuns pensent que c'est à double vitesse. Il y a des citoyens qui sont empêchés de venir au pays pour compétir parce que cette élection, Moïse Katumbi Chapoué, a été interdit donc de participation. C'est un problème. Donc la justice est à revoir et le président actuel promet, avec le nouveau ministre de la Justice qu'il va nommer à partir de lundi déjà, toiletter, en tout cas apporter un plus à cette justice pour rassurer les Congolais. Il n'y a que en RDC, la jeunesse constitue aujourd'hui une bombe à retardement. Donc leur trouver de l'emploi, c'est une préoccupation majeure. L'actuel président pense s'atteler à cette préoccupation, mais est-ce qu'il va véritablement arriver? Donc c'est autant de legs aujourd'hui qui n'arrangent pas la gouvernance que va amorcer et Tshisekedi depuis hier à partir donc de la prise de pouvoir à travers donc ce serment rendu. Mais il n'y a que l'Église catholique qui continue de contester son élection. Donc il aura donc à affronter la sérieuse Senko qui s'est invitée depuis quelques années dans la vie politique du pays. Aujourd'hui, c'est pratiquement comme un parti politique, la Senko. Donc, elle ne manque pas de donner de la voix. À partir du moment où elle n'apprécie pas, où elle ne donne pas sa caution à votre élection, sachez donc que vous l'aurez sur tous les fronts. Maintenant, c'est un pays en guerre. Il y a aussi l'épidémie d'Ebola qui continue donc par hanter ce pays. Bref, c'est tout un tas donc de chantiers que le président Tshisekedi a affronté, lors de sa gouvernance. Et je dis, c'est un pays, il hérite donc d'un État où presque tout est à l'urgence et tout est à refaire. Voilà. Je reviens à vous. Il y a une personne dont l'absence à cette cérémonie d'investiture montre que le processus électoral n'est pas forcément accepté de tous. C'est bien Martin Fayoulou. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit accepter la main tendue du président Tshisekedi? Non, je crois que dans chaque régime, il y a des opposants fabriqués. Donc, et lui, c'est un vrai opposant. Je l'ai écouté hier, et il s'est prononcé. Bon, le président, dans un souci de ramener tout le monde à la table, oui, a dit, et qui tend la main, que c'est un soldat. Ceci, bon, soldat du peuple. Propos flatteurs. Moi, je crois que c'est une main entachée. Alors, et je pense que, tel que je connais certains Congolais, il ne va pas tomber dans ce piège. D'accord? Il doit absolument l'éviter et reprendre la tête de l'opposition. Si le président sortant a trouvé des mobiles pour écarter habilement certains opposants, comme Bemba, qui a fait la prison,
la fameuse CPI pour rien, et puis Moïse Katumbi, bon, à qui on a collé une affaire de fraude domaniale. Oui. Donc, moi, je pense que, et comme l'a dit votre confrère, et le passif est vraiment lourd. Ce n'est pas parce qu'il y a une alternance, les gens se sont comportés d'une manière ou d'une autre, que on doit évacuer la colère. On va dire, bon, que la Cinco, il n'y a pas que la Cinco, il y a la société civile qui est très active dans ce pays. Donc, moi, je crois que le président sortant, sachant le legs négatif qu'il a abandonné, s'est arrangé aussi pour avoir une majorité confortable, et il est en train d'être susurré qu'il devait prendre la tête de leur Sénat. Or, la Constitution prévoit que si le président est absent, c'est le président du Sénat qui le remplace, qui assure son intérim. Un ancien président qui va prendre soit l'Assemblée nationale ou leur Sénat, mais ça pose un problème d'éthique. Donc, c'est une élection vraiment controversée. Son propre candidat est troisième, et par quelle alchimie ils sont arrivés à avoir cette majorité écrasante, ne permettant pas à l'autre qui était en tandem avec un autre, à qui il a promis le pot de premier. Tout à fait, la primature. La primature. Or, la Constitution exige que l'on prenne le Premier ministre au sein de la majorité. Donc, le jeu ne me paraît pas assez clair, et tout est à refaire au Congo. C'est vraiment dommage que cette alternance qui devait être crédible soit une alternance, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment hypothéquée. Voilà. Kolobi Abetonou, aujourd'hui, qu'est-ce qui oblige le président Tshisekedi à accepter de nommer un Premier ministre de la majorité parlementaire? On a vu le président Kabila qui a tordu le cou à cette règle-là plusieurs fois, déjà en nommant des premiers ministres issus de l'opposition même UDPS à certains moments. Et qu'est-ce qui oblige aujourd'hui celui qui a déjà hérité du pouvoir d'État d'asseoir sa propre politique plutôt que de suivre, je dirais, un chemin tracé? Vous voulez qu'on reste dans la violation continue et constante des tests? Non, ce n'est pas un principe à enseigner. Vous parlez de glissement, parce qu'une date a été retenue de façon constitutionnelle pour organiser les élections afin d'assurer une certaine transparence. Ça n'a pas été fait. Et les raisons évoquées étaient là, donc on a accepté le glissement. Ça n'a pas eu lieu, on a glissé encore une deuxième fois. De glissement en glissement, on ne finira pas tomber. Donc on n'a pas encouragé l'actuel président à verser également dans la violation des tests. Ce qui est prévu doit être respecté. Maintenant, comme le secrétaire général le disait tout à l'heure, oui, c'est un arrangement qui aujourd'hui, à la limite, n'arrange plus celui qui est à la tête du pays. Parce que Tshisekedi aura beau exprimer ses bonnes intentions, ses bonnes volontés à l'égard de ceux qui seront bientôt ses opposants, c'est lui qui a fait voler l'accord de Genève. Et des gens ont commencé à le soupçonner de connivence avec le pouvoir en place. Finalement, c'est lui qui, peut-être d'aucuns donne deuxième ou troisième à cette élection, qui est devenu président de la République aujourd'hui, qui a prêté serment. Donc, il y a déjà beaucoup de couacs autour de son élection. Et aujourd'hui, lui, il se trouve pratiquement pris entre les tenailles. Parce que, oui, le chef de l'État à la tête du Sénat, ça fragilise davantage son pouvoir. Il n'a non plus la majorité à l'Assemblée nationale. Et il a annoncé également dans les coulisses que le pouvoir va contrôler certains ministères suffisamment clés. Donc, à partir de si vous n'avez pas les affaires étrangères en main, si vous n'avez pas la défense en main, ça pose problème. Moi, je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais toujours est-il que pour la question de la gouvernance, d'une certaine souveraineté que l'Afrique doit avoir vis-à-vis donc de l'extérieur, la RDC a besoin de ses fils, que ce soit Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba, tout ce beau monde devrait rentrer. Et Martin Fayoulou aussi, si à un moment donné, il n'a pas la rue pour
s'opposer à la gouvernance de Tshisekedi. S'il n'a pas l'armée à ses côtés, ce serait quand même formidable qu'il apporte ses idées, ses propositions à ceux qui sont là aujourd'hui pour que la RDC puisse quand même participer véritablement au Conseil des Nations, à son développement. Parce que je l'avais dit, c'est un État continent et la RDC est complètement développée et amorcée avec son économie. C'est toute la région centrafricaine qui connaîtra donc un certain boom. Et c'est l'Afrique qui prendra également son essor, son envol pour le développement. Et c'est un vœu de tous les Africains que la RDC retrouve véritablement son calme. Voilà. Dieudonné Lokossou, est-ce qu'aujourd'hui, le schéma RD congolais ne doit pas être vu sous le prisme de tout le monde ensemble pour sauver le pays? Parce que, visiblement, les richesses dont regorge ce pays-là font que les ennemis du Congo sont nombreux, multiples et multiformes. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas dépasser les clivages opposition, mouvance, ce type de clivage-là pour consolider un État qui a quand même les aptitudes pour traîner vers le haut tout le continent? Non, moi je suis un peu embêté par cette facilité, cette formule trop facile. Quelqu'un ne peut pas voler une victoire à quelqu'un, à son compatriote, et dire qu'il lui tend la main. Il sait visiblement que le type n'est pas élu, ce n'est pas qu'il est mal élu. Il n'a pas été élu, c'est une usurpation de titres. Mais les institutions censées reconnaître ces élections-là ont validé l'élection de Félix Tshisekedi. Vous voyez... Vous êtes légaliste? Non, je suis légaliste, mais être légaliste ne signifie pas qu'il faille être aveugle et applaudir tout ce qui se fait d'anormal sur notre continent. Si vous voyez, excusez-moi, ce qui se passe, d'abord, je l'ai dit la dernière fois ici, c'est un transfert dynastique du pouvoir. L'autre a hérité de son père ce pouvoir-là, et après, il a organisé une élection qui est aussi entachée. Et on l'a laissé, il devait faire 2 mandats, il a eu un bonus de 2 ans, il s'est imposé cela, et empêcher les gens qui sont vraiment en mesure de gagner d'un trait cette élection, et il ne peut pas être au pouvoir et mettre quelqu'un qui n'a pas pu réussir, et il se taille maintenant la part du lion au niveau du Parlement et demande, on ne peut pas. Moi, si j'étais dans l'opposition, mais dans cette condition, il a un programme. Ce n'est pas, on ne doit pas dire gouvernement d'union nationale ou bien gouvernement de coalition. Mais lorsque vous gagnez proprement votre élection, vous gouvernez et l'opposition s'oppose pour une alternance. Donc, si l'élection était propre, on n'allait pas solliciter, dire qu'on tend la main aux autres pour qu'on vienne faire cela. Il applique son programme. Je crois qu'il a son programme. Tout à fait. Donc, et maintenant, c'est curieux qu'il ait signé un accord et qui le prive des départements clés. La défense, mais c'est comme si c'est l'autre. La défense, l'intérieur et les affaires étrangères. Voilà. Ça, et même les finances, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, c'est vrai, il y a la convoitise des pays qui entourent le Congo, et il y a aussi les regards extérieurs. Donc, c'est nous-mêmes qui nous offrons, ou ceux qui nous gouvernent, qui ouvrent cette voie-là aux étrangers, qui leur permettent de s'immiscer dans les affaires de nos pays. Donc, en réalité, il n'y a pas... Je ne vois pas encore un pays qui se déclare vraiment indépendant. Il y a aussi le fait que la plupart des chefs d'État africains ont brillé par leur absence à cette investiture-là sur environ 17 invitations formellement envoyées aux chefs d'État. Un seul, c'est-à-dire le président Kenyatta a fait le déplacement. Quelle lecture peut-on faire? Est-ce que c'est un boycott actif? Est-ce que c'est plutôt, pourquoi pas, on a le temps pour reconnaître le président là où on a le temps
pour réchauffer les relations avec le nouveau président? Vous savez, depuis un certain temps, l'Union africaine, dans ce processus, avait interpellé la République démocratique du Congo, surtout son président Joseph Kabila, sur ce que le processus n'est pas aussi transparent, qu'il faille faire un certain nombre de choses. Il y avait eu même un communiqué signé d'un ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, si j'ai bonne mémoire, de la Tanzanie, qui a aussi attiré l'attention des autorités congolaises sur le déroulé donc de cette élection. C'est dire simplement que la plupart de ces chefs d'État ont peut-être envoyé un message au président congolais élu. Peut-être que nous n'approuvons pas pour le moment ton élection, mais ils se sont fait représenter quand même par des personnalités de rang inférieur. C'est une manière pour dire oui, on n'approuve pas, mais puisque nous sommes dans une certaine solidarité au sein de l'Union, eh bien, on accompagne quand même l'initiative. Cependant, il revient donc au nouveau locataire de la présidence donc, du palais de la nation de travailler à gagner la confiance de ses pairs sur le continent africain, parce que ce ne sont quand même pas des moyens de ce chef d'État attendus. Même le voisin congolais ne s'est pas déplacé. Je vais parler de Sassou Nguesso, quelles que soient donc les motivations. Il pouvait quand même aller, ce ne serait pas un vol direct, mais quand même il peut se rendre... Encore que Sassou Nguesso n'est pas un champion d'élection propre non plus. De crédibilité. Donc de toutes les façons, il pouvait quand même se déplacer. Il y a Joao Lorenzo de l'Angola qui pouvait se déplacer. Bref, il y a autant de chefs d'État que vous avez annoncés qui ne sont même pas, qui sont pas allés. Donc ça pose un problème de confiance à mon niveau. Chacun a forcément son agenda, mais puisque ce n'est pas une investiture annoncée du jour au lendemain, il serait quand même saisi un peu plus tôt et aménagerait leur calendrier pour honorer ce rendez-vous. Mais ça n'a pas été le cas. Pour moi, c'est un signal qui est donc envoyé du côté de Kinshasa pour que Tshisekedi sache qu'effectivement, il a travaillé pour gagner d'abord la confiance de son peuple et la confiance de ses pairs, parce que la plupart du temps, c'est vrai, l'Union africaine n'a pas une voix coercitive, mais elle travaille davantage à soit une armée, à soit une politique qui puisse influencer d'une manière ou d'une autre les politiques intérieures des États membres. Je crois que la RDC ne fera donc pas cavalier seul sur le continent, doit pouvoir travailler à intégrer véritablement cette union. Et ça passe par les premières actions fortes que nous attendons du président Tshisekedi, qui pratiquement aujourd'hui a la main liée. Voilà. On a vu le président Tshisekedi qui donc hérite d'un pouvoir du président Kabila, qui avait pour habitude de boycotter la plupart des réunions au sommet, notamment aussi bien au niveau de la SADC que de l'Union africaine et pourquoi pas de l'ONU. Il n'a été actif que lors des tout derniers mois de sa gouvernance. Je veux parler du président Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi, je dirais, ne reçoit pas aussi les coups de l'absence diplomatique en griffe de Kabila lorsqu'il était au pouvoir? Bon, moi je crois qu'il faut relativiser un peu les choses. Lorsqu'on dit, j'ai entendu votre confrère dire qu'il a eu la confiance du peuple. Non, il n'a pas eu la confiance du peuple. Le peuple n'a pas voté pour M. Tshisekedi. Non, je disais plutôt qu'il doit travailler à gagner la confiance du peuple. Et donc la confiance de ses pairs. Ok. Dans tous les cas, il y a une indiscipline au niveau de l'Union africaine. Parce que il y a une sommation du président en exercice de l'Union africaine qui lui disait qui demandait à la Cour constitutionnelle de surseoir à la proclamation des résultats. Je voudrais vous demander notamment sur ce point-là, est-ce que l'Union africaine a le droit de demander à un État souverain de surseoir à un processus déjà enclenché sur son territoire, selon vous? Non. Moi, je crois que si, la souveraineté n'est jamais totale. La souveraineté, même dans le mal, on parle de souveraineté. À côté, au Togo, c'est ça qu'on a évoqué, pour ne pas se soumettre. Il y a des règles de comment vous dites ça là, de bienséance, voilà, de les règles aussi. de décence. Voilà. Les règles de décence. Mais ça, c'est un manquement grave. Alors, vous ne pouvez pas narguer une institution supra et lorsqu'il y aura des conflits, vous allez voir, c'est l'ONU qui va... Aujourd'hui, c'est les Africains qu'on envoie et les Asiatiques.
les Européens se retirent en dehors de la France qui, par moment, pour ses intérêts propres, essaie d'envoyer quelques Français, mais qui ne jouent pas de grand rôle. Ce n'est pas eux qui sont sur le terrain corps à corps. Et le Mali est l'exemple. Donc, on ne peut pas dire qu'un pays doit vivre en autarcie. Ça, ce manquement à ses pairs a fragilisé davantage le nouveau président élu entre griffes. Donc, vous ne pouvez pas faire une cérémonie aussi sensationnelle que vous invitez 17 chefs d'État, qu'un seul se présente. Alors, lui-même, il va lui falloir vraiment jouer habilement à la grande diplomatie, déployer vraiment une diplomatie de conquête, de confiance. Parce qu'ici se pose une question de confiance. Les gens ne font pas confiance à ce monsieur. Et c'est pourquoi ça a été un boycott actif. Envoyer des sous-fifres, ce n'est pas là le problème. Des vice-présidents et des ministres des Affaires étrangères ne sont pas des sous-fifres. Non. Mais la présence effective de ses collègues aurait rehaussé davantage l'événement. Donc, pour moi, c'est presque un non-événement. Surtout que la Senko aussi, qui est quand même là, n'a pas fait le déplacement. Mais si les choses se sont déroulées normalement, sans accroc, même le candidat qui est déclaré perdant pouvait aller. Il faut être aussi un bon perdant. Mais ici, la situation est telle que notre président, il n'est pas dans la peau d'un président. D'abord, sur le plan national, l'autre parti a donné l'impression de partir sans être parti. Voilà. Parce qu'ils vivent côte à côte. Le président Kabila est-il effectivement parti ou donne-t-il juste l'impression d'être parti? Non, je crois qu'avant de répondre à cette question, je crois que le président Félix Tshisekedi a raté une occasion en or, parce que son papa avait déjà laissé un bon héritage sur lequel il devait surfer normalement pour être l'homme du peuple, le soldat du peuple, comme il qualifiait aujourd'hui Martin Fayoulou. Malheureusement pour lui, l'accord de Genève l'a fragilisé. C'est dommage, ça fait partie aussi des étapes de la vie. Maintenant, je crois qu'il comprendra. Mais je l'avais dit tantôt qu'il est pratiquement un président aux mains liées. Vous demandez si Kabila est vraiment parti. Donc c'est une interrogation. Et tout le monde se demande, quand il prendra la tête de la Sénat, qu'est-ce que ça va donner? Et comme il a la majorité à l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça va donner? Les ministères aussi sensibles comme la défense, les finances, l'intérieur, qui seront aujourd'hui à sa solde, qu'est-ce que ça va donner? Lorsque vous êtes président de la République et vous n'avez pas la possibilité de nommer le chef d'état-major général ou que vous n'avez nommé pas le ministre de l'Intérieur ou de la Défense, ça voudra simplement dire qu'à tout moment, on peut vous déposer. Et la RD Congo est aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, encline à une série, on ne sait pas qui véritablement tire les ficelles, mais c'est un état instable. C'est vrai que le président Joseph Kabila a été un homme de l'armée. Tshisekedi aussi l'a été également, mais il est resté pendant longtemps avec les soldats. Il les connaît, il n'a jamais eu de problème avec eux 18 ans durant. Donc à partir de cet instant, ne croyez pas qu'il n'a pas la police, puisqu'il aura l'intérieur avec lui, qu'il n'a pas l'armée, puisqu'il aura la défense avec lui. Et maintenant, il a les rouages financiers, parce que le ministère de l'Intérieur, de la Défense et des Finances est avec lui. Il contrôle l'Assemblée nationale. Mais finalement, celui qui est au pouvoir aujourd'hui contrôle quoi? Donc c'est dire simplement que Kabila s'est éclipsé. C'est un mannequin. Il ne sera plus donc aux cérémonies officielles. Vous l'avez évoqué, le cas de la SADC ou de l'Union africaine ne sera pas à ce rendez-vous. Il ne représentera plus officiellement la RDC aux Nations Unies. Ça s'arrête là. Mais à l'intérieur, c'est lui qui gouverne le pays. Le kabylisme continue donc. C'est lui qui gouverne le pays parce qu'il a la finance avec lui, il a l'armée avec lui, il a la police avec lui et il a le Parlement avec lui. Donc les lois qui seront votées émaneront donc de ses propres idées. Donc je ne vois pas véritablement le président Tshisekedi en train de faire des miracles en RDC, si ce n'est la continuité de la vision du président Kabila. Alors, on a vu dans des pays où le président
qui a été aidé ou celui à qui on a facilité le fauteuil présidentiel s'est retourné contre celui qui l'avait aidé à venir au pouvoir? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas s'attendre, pourquoi pas, à ce scénario-là en RD Congo? D'abord, c'est un acte de courage et c'est un risque. Si le monsieur, il est courageux, il peut se retourner contre. Mais il faut qu'il ait un certain nombre de leviers. Mais la défense, l'intérieur, dans un système, c'est important. Lorsque vous ne contrôlez pas cela, il vous serait difficile de vous soulever contre... On va vite arrêter. Le pouvoir ancien peut arrêter celui qui l'a installé. Et que d'aucuns peuvent dire que c'est un pantin. C'est quelqu'un qu'on pourra manipuler. Donc, nous sommes dans des hypothèses. On verra. Et dès qu'il va prendre, il a déjà pris les fonctions, les jours à venir, on pourra le juger sur pièce. Mais pour l'instant, il n'a pas les coudées franches pour gouverner. Voilà, le candidat malheureux, on va l'appeler comme ça, Martin Fayoulou, a des soutiens, dont Eve Bezaïba, qui déclare l'état de droit ne signifie pas arrangement, combinaison pour gérer le pouvoir. Ce qui est mal conçu, ce qui est mal préparé, va continuer négativement. Elle répondait donc à un possible appel pour rejoindre le régime Tshisekedi. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas dépasser ces clivages-là? On a besoin quand même, puisque Bezaïba, on sait qu'elle parle au nom souvent de Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de tout cela pour asseoir un Congo? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais peut-être reposer la question sous une autre forme, est-ce qu'aujourd'hui, le président Tshisekedi n'a pas plus intérêt à négocier avec Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi pour asseoir une gouvernance d'opposition? Est-ce que ce n'est pas un schéma encore possible? Vous savez, en toute hâte, quel qu'il soit, il y a toujours le précédent qui compte. Lorsque vous parlez de négociations avec Jean-Pierre Bemba ou avec Moïse Katumbi, c'est des acteurs dont les porte-voix étaient à Genève aussi. Ne perdez pas de vue cet aspect. Et si Tshisekedi a claqué la porte à Genève, ça voudra simplement dire que quelques négociations que ce soit enclenchées aujourd'hui avec Jean-Pierre Bemba ou Moïse Katumbi, ce serait toujours avec réserve de la part donc, de ces acteurs-là. Lui-même, il a déjà créé des suspicions autour de sa gouvernance. Et ça va lui poser problème tout au long donc, de son mandat. Vous parlez de Ève, oui, c'est une brave dame que nous saluons sur ce plateau, parce que plusieurs fois, on a eu ces réactions, autant chaud de la RDC, elle est montée au créneau plusieurs fois, elle est intervenue, mais ça n'a rien changé. Le président Kabila a fait ses glissements, il est allé donc jusqu'au bout. Ça voudra simplement dire que le chien aboie, la caravane passe, elle va toujours donc monter au créneau, dénoncer l'élection, puisque ne la jugeant pas donc crédible et honnête, ça ne va rien apporter à ce qui est aujourd'hui en marche en République démocratique du Congo. Toujours est-il que, Africains que nous sommes, chacun plaide quand même pour une certaine quiétude dans cet État-continent afin que la RDC puisse constituer un levier pour le développement de tout le continent africain. Mais est-ce que transition pour transition, gouvernance pour gouvernance, il faut accepter toutes les compromissions? C'est une grosse interrogation et je continue par le dire. L'Église catholique a beaucoup travaillé pour la pacification de ce pays, mais si elle boycotte aujourd'hui une cérémonie de prise de pouvoir du président Tshisekedi à travers donc cette cérémonie de serment, vous ne pensez pas que c'est un mauvais signe déjà? En tout cas. La question a le mérite d'être posée. Dieudonné Lokossou, est-ce qu'aujourd'hui, on doit, pourquoi pas, faire rebelote? Est-ce qu'il faut encore engranger des gros fonds pour refaire une autre élection? Doit-on plutôt parler de transition pour organiser les élections d'ici 2-3 ans? Que doit-on faire? Il y a aussi une partie du pays qui n'a pas pu voter, plus d'1 million d'électeurs potentiels, qui est donc une ethnie du pays qui n'a pas pu exprimer son vote. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit faire rebelote ou bien quelles sont les propositions concrètes que vous avez aujourd'hui pour sortir de ce cap-là, de cette crise-là? Bon, d'abord, c'est unique, c'est rare
qu'on organise une élection et qu'on exclue une partie en évoquant des raisons vraiment farfelues. Parce que on a parlé d'Ebola, mais les gens sont toujours là. Et c'est toujours dans l'intention de la fraude. Bon, moi, je retiens quelque chose. D'abord, le parti appartenait à son papa. Quelle était sa place dans la hiérarchie du parti? C'était général adjoint à l'époque du décès de son père. Bon, ok. Mais pour des raisons d'éthique, on aurait dû... C'est un machin familial. Parce que de plus en plus, nous glissons vers des successions... Entre père et fils. Ce n'est pas du tout quelque chose de démocratique. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans nos valeurs africaines? Non. Est-ce que ce n'est pas dans nos habitudes? Moi, je pense que ça ne peut pas se passer ici, chez nous, au Bénin ici. Oui. Ensuite, il a dit qu'il va libérer les prisonniers politiques. Tous donc, les pour moi, politiques, c'est pour une sorte d'amnistie. D'amnistie générale. Donc, on n'a plus besoin d'une situation particulière pour que les Bemba et Katumbi rentrent. Mais il y a des instructions, il y a des affaires qui ont été diligentées, notamment contre Moïse Katumbi. Donc, mais c'est pourquoi l'autre est là. Et l'autre va y veiller. Mais s'il doit prendre son indépendance, mais c'est à partir de ces deux faits-là que nous allons pouvoir apprécier. Maintenant, ce n'est pas facile d'organiser une élection. Surtout que, comme le truc, enfin la démarche était prévue, la démarche de fraude était dans l'organisation, et on a dit qu'on n'a pas besoin de ressources extérieures. Donc c'est financé sur fonds propres. Mais est-ce que le pays est si économiquement viable pour qu'on puisse organiser les élections tout de suite? Encore que il n'a jamais été dit que c'est une transition. Donc, c'est parti pour 5 ans. Si celui qui lui a prêté ou offert le fauteuil le veut, très bien. Donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment parti. Les gens doivent prendre leur mal en patience et puis, bon, s'organiser de façon farouche pour les années à venir et qu'on ait une élection propre, une élection qui ne soit pas entachée d'irrégularité. Voilà, le retour au Congo de tous les opposants, dont Moïse Katumbi, est-ce que cela peut, je dirais, attester d'une réelle volonté ou d'une capacité du président Tshisekedi à réussir son mandat, le premier? Non, je ne crois pas qu'il ait besoin forcément de tous les Congolais au pays pour développer le pays. Je crois que ce qui lui est aujourd'hui paraît comme impératif, c'est la confiance du peuple congolais. Parce qu'un peuple qui croit en son leader travaille à ce que sa gouvernance soit d'une certaine réussite, et cela va quand même impacter d'une manière ou d'une autre, de façon durable, le devenir du pays. Mais s'il n'a pas la confiance du peuple, même s'il fait revenir Katumbi, Bemba et tous les autres, il ne pourra rien faire. Alors, je veux quand même que le SG relativise un peu ses propos quand il dit que du père au fils, ce n'est pas une bonne chose et que ça ne se passera pas non plus au Bénin. Lorsque vous avez des enfants modérés qui ont accès vraiment à la chose politique. On a vu ce qui s'est passé au Sénégal avec Karim Wade, qui n'a pas été véritablement à l'école de son père, il n'a pas eu véritablement la notion. Mais comparativement à lui, il y a Saïf al-Kadhafi qui est opposé à la limite, en tout cas modéré par rapport aux enfants de Kadhafi, et qui a une certaine confiance du peuple aujourd'hui, au point où en Libye, les gens ne continuent pas à croire quelle est la solution à la crise que traverse le pays depuis 2010-2011. Donc à partir de cet instant, oui, il peut y avoir des fils qui pourront succéder facilement et de façon efficace, voilà, à leur père. Mais ce n'est pas à encourager dans un régime qui se veut démocratique à partir du moment où vous n'êtes pas les seuls, les plus intelligents, famille d'une nation entière. Donc à partir de cet instant, on doit travailler. Et c'est en cela, moi, j'encourage les acteurs politiques. La politique doit être une école où on doit enseigner l'art. Parce que si tout le monde va à cette école, on doit pouvoir déceler les intelligences
parce que tout le monde ne peut pas être politicien. Mais lorsque vous laissez le terrain aux politiciens seuls, il n'y a que leurs fils qui pourront donc leur succéder. Nous avons les cas aujourd'hui au Bénin, même s'il n'est pas président de la République. On a vu le fils de l'ancien président de la République qui est devenu maire en succédant donc à son père à la tête de la ville capitale. Donc à partir de cet instant, ce n'est pas exclu que même au Bénin, un fils succède à son père. Maintenant, ce n'est pas le vœu. Comme je l'ai dit tantôt, la démocratie voudrait quand même qu'il y ait de l'alternance. Et l'alternance, ça passe aussi par les familles. Est-ce que la gouvernance doit être, je dirais, axée sur les liens de sang? Est-ce qu'on ne doit pas voir la qualité en chaque homme, quel que soit le nom? Est-ce que parce que je suis le fils d'eux, je n'ai pas des aptitudes pour servir mon pays aux postes les plus élevés? Non, moi je crois que on n'a pas inventé, le Bénin n'a pas inventé la démocratie. Parce que lorsqu'on, sous le couvert de démocratie, on enfreint à la démocratie, on empêche certains citoyens, on a comme l'impression que c'est dans une seule famille qu'il y a de bons politiciens. Quand je prends le cas du Togo, mais ça fait 50 ans que ce peuple est en train de souffrir. Mais Saïf, dont vous avez parlé, il y a la CPI qui est derrière lui, même s'il est adulé par son peuple. Et le cas du Sénégal, vous avez vu quelqu'un à qui l'on reproche des choses qui a fait quand même la prison, qui veut revenir. Mais ça, ce n'est même pas... Et le père défend ça. Quand le père a voulu partir, il a dit que c'est lui. Donc, moi, je suis foncièrement contre... Il peut y avoir des cas exceptionnels. Mais ériguer ça en règle, non, ça ne peut pas fonctionner partout. Parce que... Mais il y aura des révoltes. Mais quand les gens marchent à Lomé, ou dans les autres régions, on tire. Parce qu'on a l'armée qu'on peut manipuler. Donc, ne souhaitons pas ça. Maintenant, s'il y a vraiment des cas exceptionnels où le bonhomme y compétit correctement, nous avons vu les conditions dans lesquelles le président actuel du Togo est arrivé au pouvoir. Ce n'est pas des bains de sang. On a plus de 500 Togolais sont partis en 2005. Est-ce que c'est normal ça? Donc moi je pense on ne peut pas empêcher le fils d'un ancien président qui a les aptitudes morales, intellectuelles, physiques, on ne peut pas l'empêcher de compétir parce qu'ils sont citoyens. Mais lorsqu'on le fait par les moyens frauduleux, on ne peut pas encourager ça. Voilà. Colibé, mettons-nous un commentaire. Non, je crois que nous sommes en train de dire la même chose. Oui, j'ai dit simplement que, puisqu'au départ, j'avais dit que ça ne peut jamais se passer, j'ai parlé donc d'une certaine relativité parce qu'il a reconnu si le monsieur a les aptitudes, il peut donc y arriver. Mais puisque nous sommes dans un processus démocratique, ouais, il faut quand même que l'on cultive l'alternance et la politique, ça s'enseigne, on ne vient pas dedans quand on veut et on ne fait pas aussi non plus ce qu'on veut. Je crois que Félix Tshisekedi aujourd'hui, il est allé à l'école de son papa, il l'a suivi, il a grandi donc dans cette formation politique et s'il a été investi candidat par les membres du parti, c'est parce qu'ils ont trouvé en lui une certaine aptitude à faire le job. Cependant, il a fragilisé donc sa côte en allant donc à cette conclave de Genève où il est sorti pratiquement déplumé. Et c'est d'ailleurs ça qui l'a fragilisé aujourd'hui au niveau de l'électorat. Mais je pense qu'il a toutes les chances de réussir s'il peut légèrement se départir de ses mentors. Ils sont encore là autour de lui, mais il peut toutefois poser des actes quitte à leur montrer qu'aujourd'hui, c'est moi le chef, permettez-moi de mettre en place ma vision, de mettre en place ma politique, et si on le lui permet, je crois qu'il fera des miracles. Voilà. Le pouvoir de Félix Tshisekedi ne peut être réussi que par des conditions. Je crois qu'on peut... Il n'y a pas de miracle en politique. Oui. Il y a la volonté. Voilà. Avec de la volonté et donc beaucoup, on va dire, peut-être une grosse dose de sagesse et aussi l'onction populaire. Ce sera peut-être un mandat réussi. C'est tout le mal qu'on peut souhaiter à un chef d'État investi. Ce sera tout déjà pour cette émission. Était sur ce plateau Dieudonné Lokossou, syndicaliste. On n'est pas ancien syndicaliste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à lui, Kodiovi Ametonou, journaliste à la rédaction de Tika. Merci à vous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs. À très bientôt pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.
aussi bien ça reste.